Chers amis auditeurs de Fréquence Orage d'Acier, bonjour. On se retrouve cette semaine pour évoquer un sujet important, un sujet que nous avons déjà effleuré avec mes chroniqueurs de ce soir sur la question de la santé humaine, en rapport avec l'écologie et plus précisément avec la question de l'alimentation et donc partant de l'agriculture. L'agriculture dans sa situation présente, c'est-à-dire le modèle agro-industriel. Donc pour rappel, le titre de cette émission, c'est Agro-industrie, malbouffe, cancer. Évidemment, on a choisi le cancer, c'est la maladie la plus symptomatique de l'époque, mais évidemment, on aurait pu en choisir beaucoup d'autres, ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, Alzheimer, diabète, et tous les problèmes endocriniens également induits par l'agro-industrie. Mais on va en parler plus longuement avec mes invités d'aujourd'hui. Pierre Torti, bonsoir. Bonsoir. Et Isole Turan des Antigones, bonsoir. Bonsoir Monsieur K. Oui, je rappelle que Pierre Torti est également un des membres actifs du CHL, le Cercle Henri Lagrange, qui est un cercle, disons, d'inspiration maurassienne, qui travaille sur la question du libéralisme, en particulier de la critique du libéralisme. Vous pouvez retrouver leurs travaux sur leur chaîne YouTube, leurs vidéos mensuelles ou un peu plus que mensuelles, avec des entretiens de qualité, avec des épées d'université, du monde de l'édition et des intellectuels. Vous pouvez également retrouver les travaux des Antigones qui s'intéressent aussi à ces sujets, à la fois de la question de la santé ou des questions aussi de la critique du modèle libéral-libertaire, sur également leur site internet, leur page Facebook. Et puis vous pouvez retrouver, je crois, ce mois-ci, c'est l'occasion d'en parler, une tribune intéressante qui vient d'être publié par votre collectif Isole sur une sorte de réponse à la tribune des femmes dans le monde en faveur du droit à être importunées, qui elle-même répondait, on pagne MeToo aux États-Unis et Balance ton porc en France. Et on va ce soir se lancer in medias res, Pierre, par cette question importante de la réponse, parce qu'on va essayer dans la deuxième partie d'émission d'apporter des réponses très pratiques, très concrètes à ce problème de la santé humaine compromise par la malbouffe et par l'exposition aux produits de l'agro-industrie. Alors, Pierre, par quoi peut-on commencer ? La première des médecines, normalement, c'est censé être votre alimentation. Pendant des années et des années, la question de l'alimentation, si vous voulez, ne se posait pas, ou se posait dans d'autres termes, puisque tout ce que l'on mangeait, tous les aliments que l'on pouvait consommer, étaient bio. C'était au final la norme jusque, on va dire, dans les années 50. Enfin, la Deuxième Guerre mondiale se terminant, l'Europe est à reconstruire, la population est à nourrir, la famine menace. Donc, on va chercher les méthodes, les manières d'avoir les meilleurs rendements en termes d'agriculture pour pouvoir nourrir toutes les bouches qui sont déjà là et les bouches qui vont arriver, puisque juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a l'apparition du phénomène qu'on a appelé le baby-boom. Il fallait donc nourrir toutes les bouches qui naissaient en nombre à cette époque-là. On a commencé à utiliser de manière beaucoup plus intensive qu'on pouvait l'utiliser dans les années 40, dans les années 30, dans les années 20, ce qu'on a appelé les pesticides. Les pesticides, la monoculture généralisée, les intrants chimiques, les fongicides, puis ensuite, au fur et à mesure des années, l'apparition donc des OGM, des organismes génétiquement modifiés, pour que telle plante résiste à tel nuisible ou que telle autre puisse avoir besoin de moins d'eau pour pousser. Au final, on ne se posait pas trop de questions sur les conséquences possibles de tous ces intrants sur la santé humaine. La priorité était de nourrir la population. Et là, c'est ce qu'on a appelé la révolution verte en France dans les années 50. C'était sous le ministre Pisani, un ministre de l'agriculture de Gaulle, un ministre qui est mort il y a peu de temps d'ailleurs, de manière assez âgée, à 90 ans passés, et qui avait été interviewé il y a quelques années de cela par Gilles Lartigot pour son livre Hit, Voyage d'un fauve dans la jungle alimentaire, dans lequel Lartigot retraçait un petit peu toutes ses enquêtes sur le monde de l'alimentation et notamment les abattoirs modernes, un choc tellement fort qui l'a amené à ne plus consommer de viande et à devenir véritablement végétalien. Et lui-même, en ayant interviewé Pisani disait qu'il regrettait les actions et les décisions qu'il avait pu prendre à l'époque, en disant qu'il ne se doutait pas, il n'imaginait pas que les industriels de l'agroalimentaire auraient pu aller si loin
dans l'abjection de cette production qui au final n'a plus rien de naturel. Normalement, ce que vous mangez est censé provenir de la terre et on espère donc qu'elle soit naturelle. Et là, non, ce n'est malheureusement plus le cas. Les plantes poussent quasiment hors sol ou sont sous serre 365 jours par an. Vous mangez des fraises en décembre, des tomates en janvier, parce que soit elles poussent sous serre sous nos latitudes, soit elles viennent de pays lointains, donc arrivent par cargo ou par avion, donc le kérosène dépensé, la pollution, etc. Autrefois, l'alimentation que nous avions était naturelle, et aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus le cas, et celle qui l'est est d'une minoritaire, le bio est une production minoritaire en France, et deuxièmement, dont les prix sont malheureusement beaucoup plus chers que l'agriculture conventionnelle d'aujourd'hui. Certes, oui, conventionnelle, c'est-à-dire industrielle. Conventionnelle, industrielle aujourd'hui, oui, malheureusement, puisque l'agriculture conventionnelle de l'époque était bio, celle d'aujourd'hui est malheureusement chimique et industrielle. Et le bio coûte effectivement aujourd'hui plus cher, donc il est moins acheté. Donc seuls les gens qui ont les moyens d'acheter des produits bio peuvent se permettre de manger une alimentation et une nourriture qui est saine. Oui, on va y revenir. On va revenir sur la question du bio. On va revenir sur les solutions pratiques en deuxième partie de l'émission. Isolde, si vous aviez un commentaire sur ces premiers propos de Pierre et... Alors je trouve que le démarrage était très bien, que ton régime soit seule médecine. Et on n'a pas suffisamment de recul pour voir les impacts de cette industrie agroalimentaire sur notre santé. D'autant que c'est pas parce qu'on mange bio qu'on n'est pas impacté par la manière dont nos terres et nos sols sont traités, tant par les pollutions que ça va engendrer dans l'eau, la pollution même de nos terres, sur lesquelles pousse aussi le bio. Le seul recul qu'on a, c'est l'explosion de cancer chez les personnes de tous âges, y compris chez les enfants, ce qui est quand même assez novateur. Mais je crois qu'au contraire, on a parfaitement identifié le problème. Je crois que le recul est tout à fait suffisant. D'ailleurs, il suffit, pour ça, j'y reviendrai en toute fin d'émission sur la question de la bibliographie qu'on vous suggérera, amis auditeurs, pour que vous puissiez poursuivre cette émission, l'approfondir, la prolonger. Mais je pense par exemple dans le livre de Fabrice Nicolino et de François Villerette, Pesticides aux éditions Pluriel, donc Pesticides sous-titre Révélation sur un scandale français, ils reviennent longuement sur dans les premiers chapitres de ce livre, ils reviennent longuement sur la collusion qui a existé, justement vous parliez tout à l'heure Pierre de Pisani, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entre les industriels et les pouvoirs publics. Et en réalité, pour répondre à ce défi démographique du baby-boom dont vous parliez, en effet, il y a eu une espèce de confusion des genres, et même on pourrait parler de conflit d'intérêts, mais qui était totalement, je dirais, invisible en fait, aux uns comme aux autres. Tout le monde poussait dans la même direction, qui en réalité, si on la résume sur le plan philosophique, était progressiste sur le plan de l'inspiration philosophique, scientiste, technicienne, une véritable idolâtrie des progrès de la technoscience, alors qu'à la même époque, justement, et dès avant, d'ailleurs, dès l'entre-deux-guerres, des philosophes, des courants comme les non-conformistes des années 30 avaient interrogé la question de la technique, le modèle technicien. Je pense à des gens aussi différents d'ailleurs que Jacques Ellul pour la sphère francophone ou Gunther Anders pour la sphère germanophone, contemporains de ces penseurs qui s'inquiétaient de ce qu'allait devenir ce monde techno-scientifique. Eh bien, les pouvoirs publics, les industriels, eux, se sont livrés finalement à des noces qui ont duré presque un demi-siècle maintenant, de mise en coupe réglée en fait de l'ensemble du territoire français, de l'ensemble aussi des activités agricoles. On ne parlait pas encore à l'époque de pesticides, mais enfin on parlait par exemple du charançon pour certaines cultures comme la pomme de terre ou les légumes plus généralement. Et c'est vrai qu'il y a eu une inquiétude déjà avant la Deuxième Guerre mondiale à ce sujet, et on peut dire qu'est né autour de cette préoccupation l'INRA, qui se proposait de répondre en fait à ce défi lancé par la nature à l'alimentation humaine par finalement les deux grands ensembles qui étaient d'une part la mécanisation et puis d'autre part le raz-de-marée de chimie dans le monde agricole. Il y a, parmi les références qui ont présidé d'ailleurs à la naissance de votre mouvement, un film important, en Solution locale pour un désordre global, de Colin Serrault, sur la question justement de la féminité et de l'agriculture. Enfin, je crois que c'est des choses que vous avez beaucoup travaillé, avec les femmes semencières entre autres. Alors est-ce que vous pouvez nous revenir justement, vous, de votre point de vue féminin, sur cette question de la semence, de l'alimentation, la vie et...
Le reportage de Colline Serrault est extrêmement intéressant puisqu'il fait le pont entre ce qui est de l'ordre de la fertilité de la terre, un angle très féminin qui est celui donc de la fécondité. Et nous avons aujourd'hui des terres qui sont de plus en plus stériles, de plus en plus abîmées. On peut tirer presque en fait une corrélation entre cette stérilité de la terre et celle qui touche les femmes de plus en plus aujourd'hui. Et ça va être tout le travail qu'effectuent les femmes semencières, qui est de réensemer la terre, de travailler avec un côté féminin autour d'une terre féconde. Mais c'est un enjeu qui est très difficile à réaliser, parce que elle s'attaque en fait vraiment à des gros lobbies, pharmaceutiques notamment, qui eux vont considérer le vivant comme un ennemi. C'est-à-dire que la bactérie, le microbe, le micro-organisme en général, les petits cloportes, tout ce qui vit dans la terre, c'est une source potentielle de danger. Au contraire, des gens comme Pierre Rabhi ou d'autres organismes comme Cocopelli vont considérer le vivant comme une source de travail et une fécondité qui donne la vie, quelque chose qui donne la vie. Et là-dessus, il y a deux visions complètement antagonistes de l'agriculture, de la terre, des sols, de l'alimentation et même de la vie, c'est-à-dire l'un qui veut le contrôle et l'autre vision qui va être celle de la vie dans sa globalité, avec une conception beaucoup plus holiste et qui n'est pas dans la maîtrise et la technique ni dans la mécanisation. Oui, elle est holistique et organiciste. Or, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je parle pour ma paroisse, Pierre Tortier, vous ne me désavouerez pas, sur le plan politique, nous allons chercher d'ensemble de principes, parfois simplement métaphoriques, mais nous allons chercher dans le vivant les principes qui guident notre philosophie et notre action politique. Or, nous avons affaire justement à un technosystème qui, lui, privilégie la rationalité, l'abstraction, l'idée, donc d'une certaine façon l'idéologie. Et là, on voit bien, en effet, Iseul, qu'il y a deux visions du monde qui s'opposent. La nôtre, qui est, encore une fois, organiciste, holistique, et face à nous, nous avons affaire à des prométhéens qui veulent justement seconder, parfois même simplement arraisonner la nature, comme dit Heidegger et ses disciples à sa suite. Voilà, il y a finalement deux modèles qui s'affrontent. J'ai l'habitude de parler souvent des deux étendards. On retrouve ce schéma-là, c'est-à-dire il y a d'une certaine façon la cité de Dieu et la cité du diable. On pourrait être très caricatural, un peu manichéen et parfaitement chrétien. Iseul. On pourrait dire qu'il y a en tout cas d'un côté la vie et de l'autre côté la mort, puisque tout ce qui est l'industrie agroalimentaire et donc les lobbies pharmaceutiques qui suivent derrière de très près, ce sont des artisans de la mort. On va faire une pause, on se retrouve juste après une page de pub. Je refuse, comme j'ai refusé toute ma vie, que des intérêts privés, de grands intérêts industriels ou financiers, prennent la vie publique en otage. T'es pas toi quand t'as faim. Plein de cacahuètes et de caramel, le tout enrobé de chocolat craquant. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. Snickers, une bonne dose de satisfaction. J'ai un camion de pantalons. Vous avez des pilules ? Pour des générations heureuses demain, consommons mieux dès aujourd'hui. Le commerce qui profite à tous. Mes haricots verts, cueillis et rangés à la main, quelle finesse! La sélection de mes légumes, essentielle, et leur cuisson, délicate, avec juste une pointe d'huile d'olive. Mais surtout, mon secret, je leur chante des chansons d'amour. Avec courage, bienveillance, à l'audace, pyramide. Ça cache toujours quelque chose d'extra. Alerte à Babylone, où l'on voit un ingénieur agronome, Torti, vous êtes familier de ce film, et qui parle de l'industrie de mort, puisque tous les mots finissent en cide. On parle de pesticides, de bactéricides, fongicides, etc. Toutes ces industries sont en effet des industries de mort. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle maintenant les associations, les lobbies en réalité, d'organisations professionnels des industriels de la, entre guillemets, j'ouvre les guillemets, de la santé des plantes, puisque c'est maintenant comme ça qu'ils s'intitulent, ont essayé d'évacuer tous les mots en cide de leur plaquette communication. Peut-être juste dire un mot de qui est Pierre Rabhi pour que nos auditeurs suivent bien nos échanges. Qui est Pierre Rabhi et également qui sont les femmes semencières, peut-être revenir là-dessus. Alors Pierre Torti, qui est un peu Pierre Rabhi ? Pierre Rabhi est un poète paysan qui est originaire d'Algérie, si je ne m'abuse, qui est arrivé en France, enfin en métropole, puisque l'Algérie était
était encore française à l'époque. Puis en France, dans les années 60, il s'est installé avec sa femme dans une petite ferme de l'Ardèche où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et il a décidé de cultiver la terre dans cet endroit, qui est quand même un endroit, on va dire, aride, qui est âpre, pas dans la Beauce, si vous voulez. C'est pas l'endroit le plus favorable à la culture. Et il en a fait une sorte d'oasis. Il a réussi, par des méthodes absolument naturelles, à faire pousser et à produire et à montrer qu'il était possible de produire naturellement dans un endroit qui n'était a priori pas l'endroit le plus facile pour produire de la nourriture. Il a réussi son pari, et c'est quelqu'un qui lutte avec acharnement et abnégation contre toute cette technicisation et le caractère chimique de l'industrie alimentaire d'aujourd'hui. Et on pourrait dire qu'il est rejoint aussi en cela par des gens comme les époux Bourguignon, puisqu'on parlait de l'état des sols. Isolde parlait justement de ces sols qui sont morts, et avec toute cette industrie qui lutte contre tout ce qu'il peut y avoir de vivant dans le sol, la microbiote du sol. Les époux Bourguignon, notamment Claude Bourguignon, qui a été élève de l'INRA justement, disait que dans le cours de microbiologie du sol, il était le seul élève. Il était le seul élève de ce cours. Après son passage, cette chaire a été purement et simplement supprimée. Alors il semblerait que l'INRA soit revenu sur ces errements des années 60, 70, 80, 90, puisqu'ils ont soutenu, en tout cas ils ont eu un partenariat avec la ferme du Bec-et-Loing. Donc on voit que l'INRA commence à s'intéresser à une agriculture plus en accord avec la nature, plus holiste, plus organiciste, plus naturelle, et en fait au final plus logique que l'industrie moderne aujourd'hui, étant dans un prométhéisme exacerbé et dans l'hubris le plus complet, et que nous plaidons pour une agriculture qui ait conscience de la phronésis, du respect des limites, puisque les limites, dans l'agriculture comme ailleurs, est éminemment importante. Oui, vous parliez de l'INRA et de son inflexion depuis ces récentes années. En effet, dans le livre que j'évoquais tout à l'heure de Nicolino et Villerette, il y a en effet des indices qui nous laissent penser, alors qu'on n'a pas eu affaire non plus à une révolution, mais en tout cas à un infléchissement qui nous amène vers plus de raison, au sens de raisonnable et non pas du rationnel, dans cette institution tout à fait désastreuse. Alors peut-être quelques noms aussi ont été jetés en pâture aux auditeurs, repréciser qui est Cocopelli, Pierre, puis ensuite Isolde, vous nous raconterez un petit peu qui sont les femmes semencières. Cocopelli est une association qui a pour but de vendre, mais d'abord de faire pousser, de récolter des plantes qui ne sont plus au catalogue. Qui ne sont plus au catalogue, à l'index, au codex alimentarius. Voilà, parce qu'il est clair, il faut bien le savoir, qu'aujourd'hui, quand vous allez, dans les grandes surfaces, n'en parlons pas, mais même sur les marchés, il est aujourd'hui très rare de trouver certaines variétés de légumes, voire il est quasiment impossible d'en trouver de fruits ou de légumes. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus le droit, les producteurs n'ont plus le droit de vendre par la loi, par la loi, qui a été faite en fait par les industriels. Les semenciers industriels ont en gros mis la main sur la rédaction du Codex Alimentarius, qui permet en fait de déterminer quelles sont les espèces autorisées ou non à la vente, à la distribution, parfois même simplement au semis. Et c'est quelque chose donc qui est inique au possible, et qui aussi nous prive d'une diversité alimentaire et finalement même patrimoniale, parce que ce qui poussait dans telle région de France ne poussait pas dans telle autre. Prenez la rade, vous aviez la rade il y a la rade de Noirmoutier comme il peut y en avoir d'autres endroits, mais voilà, c'était caractérisé, ça pousse ici et pas ailleurs, et c'était des diversités locales comme les diversités identitaires régionales ou locales existent. Aujourd'hui elles sont gommées, mais ces diversités alimentaires sont gommées, sont supprimées parce que ce sont des plantes qui ne sont pas assez rentables pour l'industrie, donc on décide de les supprimer, de les interdire à la vente. Et c'est un véritable scandale parce que c'était justement des plantes qui avaient des capacités de résistance aux éléments climatiques propres à la région qui étaient extrêmement intéressants et qui aujourd'hui évidemment sont supprimés parce qu'il est plus rentable pour les industries de nous vendre des plantes qui ne sont pas résistantes en soi, mais comme ils vont vous vendre à côté des intrants chimiques, des OGM, des pesticides, etc. pour lutter contre la sécheresse, pour lutter contre tel insecte, pour lutter contre tel champignon ou parasite, foncièrement c'est beaucoup plus rentable pour cette industrie qui au final dans la démesure la plus complète et dans le toujours plus en termes de profit, ce qui leur apporte en priorité, c'est leur profit financier et non pas la santé du citoyen. Oui, alors on a évoqué également aussi la ferme du Bec-et-Loing, elle a déjà été évoquée à ce micro, mais j'en dis juste un mot. Donc c'est une ferme
pour la promotion de l'agriculture en permaculture, c'est-à-dire conformément au design et aux vertus complémentaires et en fait symbiotiques des espèces entre elles, afin de produire sans traitement, en laissant faire la nature, et également en recréant le complexe agro-silvopastoral, puisque ça s'insère évidemment dans des logiques d'une agriculture traditionnelle, organique, naturelle, disiez-vous tout à l'heure, Pierre Torti. Voilà, donc je vous renvoie, pour ceux que le système permaculturel intéresse, à leurs contenus qui sont tout à fait disponibles sur Internet et ailleurs. Iseul, un petit mot sur les femmes semencières ? Oui, alors les femmes semencières, c'est avant tout un réseau de femmes qui ont pour objet de favoriser la reproduction et la conservation du vivant dans le monde. Donc c'est quelque chose qui se joue à l'international et elles essaient de créer en fait ce qu'elles appellent des oasis de biodiversité, donc notamment en faisant du trafic de graines, mais pas que. Elles facilitent aussi les transferts de compétences, des rencontres, des échanges, des semences, des plantes, de l'information. C'est un réseau de femmes qui est très en lien avec Pierre Rabhi, qui est l'initiative, ce réseau de femmes semencières qui est dirigé par Claire Chanu. En France, parce que la grande figure internationale de ce réseau, c'est une indienne qui est connue. Son nom est imprononçable, donc on va l'épargner aux auditeurs, mais vous trouverez ça très facilement sur Internet, et qui est une femme très active. Elle était une des figures importantes de ce combat, on va dire, altermondialiste d'abord, et puis pour certains, clairement, même s'ils étaient minoritaires, anti-mondialistes, des années 90 et 2000, avec des figures qui ont bien changé, elles aussi, comme José Bové. Nous sommes presque arrivés au moment de la pause musicale. J'aimerais qu'on dise quand même un mot de ce complexe, puisqu'on a posé un peu les bases. D'ailleurs, elles sont rappelées aussi bien par les Bourguignons dans différents films, Alerte à Babylone, mais pas seulement. Je pense également à des rappels qui ont été faits par Colline Serrault dans son film aussi sur ce qu'elle appelle le paysanicide, c'est-à-dire cette opération de destruction de la paysannerie française et plus largement européenne lors de la guerre 14-18. Et à l'issue de cette Première Guerre mondiale, il y a eu un double mouvement de reconversion, à la fois des tanks, des premiers chars d'assaut pour en faire les premiers tracteurs, et par là même aussi, deuxième mouvement de conversion, de reconversion, des nitrates qui servaient aux explosifs, et qu'on a reconverti donc les usines d'explosifs en usines à engrais. Est-ce qu'on peut en dire un mot là aussi là-dessus, Pierre Torti, sur les impacts tout à fait, la révolution tout à fait importante qu'a représenté ce paysanicide d'abord tout à fait réel, tout à fait concret dans les tranchées, de ce paysanicide qui se poursuit jusqu'au point d'horizon, jusqu'au moment où on s'est à se demander combien faudra-t-il de paysans français pour que le système reste viable. On ne cesse de voir la courbe diminuer, entre autres aussi par les suicides hebdomadaires malheureusement qui frappent cette noble profession. Oui, donc comme vous le disiez, évidemment, paysanicide pendant la guerre de 14-18, où les forces vives de la nation, qui étaient encore à l'époque majoritairement agricoles, sont morts dans cette guerre paysanicide à cette époque-là. Apparition des premiers tracteurs, des premières moissonneuses-batteuses, qui coïncide avec l'arrivée des Américains, l'utilisation de ces gaz de combat qui étaient à la base utilisés sur les champs de bataille, on a dit, comme on a des stocks, on va les utiliser, comme ça fonctionne bien, on va les utiliser pour tuer les nuisibles dans les champs. L'apparition aussi donc des labours, si vous voulez, avec des socs énormes qui vont labourer profondément la terre, où ce sont des choses qui sont, au final, et ça encore, ce sont les Bourguignons qui le montrent bien, qui sont totalement illogiques. La nature est bien faite. La nature n'a pas attendu l'homme pour faire pousser des plantes, si vous voulez. Donc si dans la nature il n'y a pas de labour, c'est parce qu'il n'y en a pas besoin. La couche supérieure du sol, si elle est là, c'est parce qu'elle n'a pas besoin d'être en dessous. Donc le fait d'inverser ce processus va au final le détruire, vous tassez les sols, vous les imperméabilisez. Au final, si on a des problèmes d'inondation comme ça, c'est parce que les sols ne peuvent plus absorber l'eau qui tombe. Alors c'est dû au labour, mais c'est également dû à la disparition des lombriques et du ver de terre qui donc... On sait que la qualité d'un sol se mesure aussi à la tonne de vers de terre par hectare. Et aujourd'hui, certains sols sont presque entièrement minéralisés. Oui. Et ils sont presque absents de toute vie micro-organique ou organique, tout simplement. Et en effet, c'est une des principales causes des inondations que vous évoquiez. Il y a cette absence de vie dans la terre par l'utilisation massive de pesticides, de fongicides, de biocides. Effectivement, il y a eu aussi quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, mais qui est intervenu au cours de cette révolution verte dont on parlait en début d'émission, à savoir le remembrement.
ou pour faciliter justement le maniement de ces tracteurs qui devenaient à chaque fois de plus en plus imposants, de plus en plus énormes, on a supprimé les haies millénaires qui maillaient le territoire, en bocage différents, pour faire des grandes plaines, des grandes étendues avec des milliers d'hectares d'un seul tenant, où il est bien plus facile de manœuvrer les véhicules agricoles, que ce soit pour labourer ou bien pour traiter, et c'est quelque chose qui est totalement illogique, puisque justement les haies étaient des réserves de biodiversité dans lesquelles les animaux pouvaient avoir un environnement naturel qui servait de barrière, de frontière entre différents champs, entre différents microclimats, micro-environnements, et qui permettait justement à des animaux de pouvoir ensuite vivre dans les champs, et qu'il y avait une symbiose. Le paysan, et non pas l'agriculteur, travaillait à ce moment-là en symbiose avec la nature, où tel animal pouvait servir aux paysans à se débarrasser de tel insecte nuisible pour ses plants. Aujourd'hui, on a supprimé tout ça, donc on est obligé de traiter à tout va, et c'est quelque chose qui est dramatique. C'est quelque chose qui est absolument dramatique, on s'en rend compte tellement aujourd'hui qu'aujourd'hui on va classer en zone naturelle ou alors en patrimoine mondial ou en patrimoine français le bocage normand, le bocage vendéen, etc. Mais effectivement, déjà c'est beaucoup plus agréable à l'œil, c'est beaucoup plus naturel comme système d'agriculture, et allez vous promener par curiosité dans la Beauce. C'est à désespérer, c'est quelque chose où c'est Waterloo morne pleine, si vous voulez. On voit que on va dire oui, c'est un décor de carte postale. Non, c'est une photographie d'une nature morte, si vous voulez. C'est une nature morte. Les champs de la Beauce sont une nature morte à proprement parler. On peut dire que c'est oxymorique, mais malheureusement c'est vrai. Oui, ce sont d'ailleurs des endroits beaucoup plus artificialisés que les centres-villes, puisqu'il est plus dangereux probablement de vivre au milieu des étendues immenses de blé beauceronne que de vivre au cœur de Paris, qui pourtant n'est pas en reste en matière de pollution. Certes, mais qui n'a pas de pesticides, où les pesticides ont été supprimés du traitement des parcs et jardins parisiens. Donc c'est aujourd'hui d'ailleurs pourquoi le miel parisien est extrêmement prisé, parce que les abeilles qui butinent à Paris vont produire un miel dans lequel les pesticides seront absents. Il y en aura peut-être des traces, parce qu'évidemment le pesticide est volatile, donc par les vents il pourrait être amené, mais en tout cas ils ne sont plus utilisés sur les parcs parisiens. Isolde ? Et c'est sur ces paysages, je pense qu'on peut tirer plusieurs grands traits de notre agriculture moderne. C'est la concentration, c'est-à-dire qu'on concentre tous les efforts sur des zones données, qu'on aménage. Donc tout se concentre, c'est ce qu'il utilisait en termes de remembrement. On va avoir une uniformisation, donc on ne doit avoir qu'une seule tête, pareil, dans une logique de praticité. Quand on regarde les champs de maïs, ils se ressemblent tous, et on voit d'ailleurs quand on se met bien en face, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul maïs sur chaque rangée. Oui, parce qu'en fait ce sont des clones. Et donc en réalité, non seulement on fait de la monoculture, mais en plus on ne cultive qu'un seul individu, démultiplié à l'infini par la technique du clonage. Oui, et puis ça se voit, là, on parle effectivement d'organismes génétiquement modifiés pour ce qui est du maïs, mais on va avoir la même volonté d'uniformisation chez les animaux. Pour prendre l'exemple des porcs, on ne va avoir que quelques races porcines qui vont être mises en élevage par rapport à toutes celles qui existaient en France encore dans les années 50. Donc on va avoir cette logique vraiment d'uniformisation avec une sorte de calibrage des fruits, calibrage des bêtes. On pourrait parler de standardisation en fait. Ensuite, on va avoir toute l'idée du contrôle, le zéro aléa, le zéro risque. Donc vraiment contrôler tout ce qui se passe du début à la fin au prix du vivant. C'est-à-dire qu'on préfère avoir un sol mort ou faire des cultures hors sol plutôt que de prendre le risque qu'il se passe quelque chose dans le sol. Et ensuite, on va avoir tout ce qui va être l'aspect de soutien technique, avec le soutien de la chimie, mais aussi tout ce qui va être eugénisme, avec les organismes génétiquement modifiés, et tout ce qui va être médicamenteux, qui va servir justement en fait à essayer de faire tenir tout ça en cohérence. Oui, donc c'est à la fois les antibiotiques et les vaccins. Antibiotiques et vaccins, oui, évidemment. Ça faut bien rappeler que il n'y a pas de bête qui est élevée en France qui ne soit pas vaccinée. Hein, ça n'existe pas. Donc après, c'est des choses qu'on absorbe aussi dans la nourriture. Les antibiotiques, pareil, aujourd'hui on avale des antibiotiques en mangeant des animaux. Ça c'est un point très important, d'ailleurs, dans un des livres que vous avez là, dans le livre d'Isabelle Saporta, le livre noir de l'agriculture, qui fait un assez beau résumé, me semble-t-il, de la situation, en finalement faisant quelques carottages. Hein, s'intéresse à quelques espèces, les espèces porcines, la pomme. Et en fait, ce simple carottage permet de se rendre compte de certains problèmes qui sont tout à fait hallucinants. Bon, d'abord, c'est un monde qu'elle décrit qui est un monde de Frankenstein. Elle parle en particulier de la question du conflit d'intérêts qu'il y a entre les sociétés vétérinaires et les coopératives agricoles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une confusion d'intérêts
totale entre les vétérinaires qui sont censés contrôler la qualité de l'alimentation pour l'alimentation humaine d'origine animale et qui sont censés aussi vacciner, mais qui sont aussi des agents commerciaux de tous ces produits. En fait, on est complètement dans la confusion entre médication, alimentation, commercialisation et vaccination, etc. C'est absolument délirant. Et c'en est à un point tel qu'en fait, les contrôles d'abord sont en nombre tout à fait ridicule ramenés à la quantité de produits, de bêtes abattues et de produits fabriqués. Et de plus, on imagine très bien d'ailleurs que les contrôles sont toujours faits a posteriori, c'est-à-dire on fait des prélèvements des samples pour vérifier la qualité vétérinaire de telle ou telle production, mais en réalité les résultats arrivent toujours après l'emballage de la viande considérée. Donc le système marche complètement sur la tête et totalement conflit de conflit d'intérêts. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, on va avoir les éleveurs qui ont un problème surnuméraire de bêtes qui sont toutes les mêmes, qui tombent malades tout en même temps, qui vont être obligés donc d'aller voir un vétérinaire. Ce vétérinaire, lui, va proposer des solutions qui seront évidemment issues de labos pharmaceutiques et ils sont rémunérés à la fois pour leurs conseils normalement, mais c'est surtout qu'il va vendre un produit phytosanitaire ou un produit issu du labo pharmaceutique. Donc si on prend les choses dans l'autre sens, on va avoir en fait un vétérinaire qui va être la courroie de transmission entre un demandeur, qui est l'éleveur, et un labo pharmaceutique qui va vendre un produit. Et en fait, les coopératives d'élevage vont rémunérer ces vétérinaires à leur propre profit pour pouvoir limiter les coûts. C'est-à-dire qu'il va y avoir un vétérinaire qui va faire toutes les ordonnances pour tous les éleveurs. Ce qui fait qu'en fait, tout le monde y retrouve son compte dans ce genre de cas. Et c'est comme ça que la collusion se fait. Celui qui est censé faire le contrôle est en réalité la courroie de transmission de deux intérêts. De ce fait même, il est pris en étau. On ne peut pas avoir des vétérinaires qui font leur travail convenablement dans ce genre de cadre. Il y avait aussi autre chose que mentionnait Isabelle Saporta qui me paraissait extrêmement intéressant, c'est la manière dont ces mêmes coopératives d'éleveurs, mais qu'on retrouve aussi dans l'exemple de la tomate ou du maïs ou dans toutes ces coopératives agricoles, c'est ces coopératives qui en fait, à vouloir être compétitives, à vouloir être plus grosses, se retrouvent en fait dans la position du loup. Elles vont agglomérer plein d'agriculteurs. Elles ne vont plus défendre en fait les intérêts de ces agriculteurs, mais défendre l'intérêt propre de la coopérative. L'idée de la coopérative, c'est une société communaliste d'inspiration proudhonienne et qui en fait va finir par devenir une sorte d'employeur en fait de l'agriculteur. Et comme vous le dites, Iseul avec beaucoup de raison, d'une certaine façon, elle va poursuivre son bien commun propre de coopérative comme entité séparée de la communauté des producteurs qu'elle est normalement censée représenter comme une sorte de bien commun fédérateur. Et ça, c'est terrible, parce qu'en effet, on voit bien que les agriculteurs, lorsqu'ils ont affaire à leur coopérative, en fait, ils ont affaire à une sorte de mafia, et ils ont une peur bleue de leur coopérative. Isabelle Saporta, d'ailleurs, rapporte quelques témoignages d'agriculteurs qui, pour certains, ont témoigné de X ou Y problèmes devant des médias, et immédiatement, les types sont, par exemple, contournés par la coopérative. Elle ne leur rachète plus leur production. Et donc, en fait, c'est une condamnation à mort. Exactement, puisqu'il faut rappeler qu'en France aujourd'hui, la question c'est plus la rentabilité et la logique de subsistance, mais bien la gestion de la surproduction. Or, le principal problème d'un agriculteur en général, ça va être de gérer la surproduction. Pour ça, la coopérative est absolument essentielle, puisque c'est elle qui va racheter ce surplus, et si l'agriculteur ne s'en débarrasse pas, il meurt. C'est dans cette gestion de la surproduction que la coopérative a toute sa force. Après, il y a des agriculteurs qui sont sortis de tout ça, qui ont cherché d'autres modèles. Et je crois qu'il faudra ressusciter ce modèle de la coopérative authentique, la coopérative authentiquement proudhonienne. Ça va être l'heure de la pause musicale. J'aimerais, lors de la deuxième partie de l'émission, si vous voulez bien, qu'on fasse un point quand même sur maintenant la question des produits manufacturés, donc de l'agroalimentaire cette fois, et l'impact de cette alimentation issue de l'agro-industrie sur la santé humaine. On se retrouve après le Hall of Shame, après la pause musicale et après des pages de pub. Shame. 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 Chers amis auditeurs, pardon pour les retards de publication sur Fréquence Orage d'Acier. J'ai été très pris par mes activités professionnelles et par le lancement également de la nouvelle émission sur ERFM, la radio d'égalité et réconciliation, la nouvelle émission qui s'intitule Les dossiers de Monsieur K et qui est centrée sur la diffusion de contenus touchant à la spiritualité, à l'histoire occulte, à la guerre cachée, l'histoire secrète.
N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, mettez un pouce bleu ou rouge. N'oubliez pas de cocher également la petite cloche pour obtenir les notifications lors des nouvelles publications. N'hésitez pas non plus à retrouver les réalisations originales du Bard, que ce soit celle de Fréquence Orage d'Acier, de Méridien Zéro ou des nouveaux dossiers de Monsieur K sur ERFM, sur son compte SoundCloud, soundcloud.com/le-bard. Merci à lui pour toutes ses réalisations originales. Je vous rappelle que vous pouvez également contribuer à cette émission sur notre compte Tipeee. Vous pourrez retrouver facilement l'adresse Tipeee dans la description de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à nous partager une fois de plus, à contribuer, demander des contreparties sur les dons que vous réalisez sur Tipeee. On se retrouve après la pause musicale. Yes, them have the heart of a pagan. The children have the heart of a lion, I know. Evil and move with Satan. Righteous treading the countenance of the Almighty One. Them have the heart of demons. The children have the heart of a lion, I know. Evil and move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One. Poor people see hostility rising daily. Ignorant multiply brutality. I see that they run gone left mommy. Fi struggle the hard road with fight beginning. Baby, having baby. Nothing that happen now do not seems to amaze we. We know that is the fulfillment of prophecy. Our I see them no build school is church and penitentiary. Church, they the penitentiary never empty. Still playing a mental trick on me. Listen, you check you and me check me, and let's bring more love in the black community. Them are the heart of a pagan. The children of the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the Almighty One. No. Them are the heart of demons. The children of the heart of a lion, I know. Evil a move with Satan. Righteous walk in the countenance of the... C'est un délicieux mélange de pépites de céréales, noisettes grillées et chocolat. C'est notre projet! Avec de nouveaux visages. Son goût passe avant tout. Maintenant, avec plus de chocolat. Partout! Calmez-vous, ça va bien se passer. Nous sommes, c'est indéniable, trois frères incomparables, trois frères inimitables, qu'il est bon d'inviter homophobe pour votre santé à votre table. Avec ce déversement permanent de haine. On me nomme Beaufort, antisémite, je suis un grand seigneur, sexiste, souple, onctueux, parfumé. C'est choquant. Partout je suis aimé des plus fines fourchettes. Au CRIF. Moi je suis le comté, afin de vous enchanter, je me cache souvent pour la joie des enfants. Comment? Dans les beignets, dans les omelettes, les tartelettes. Mais j'adore les enfants, à part ça. Moi les matins français, c'est le Front National. Chaque jour je vous fais trop minable. Les petits plats que vous aimez. Si. Je vous laisse râper mes trous, comment? Mes trous, la la et tout. Si, depuis si. belle lurette. Moi je te dis, t'es un crétin final. Nous sommes de Bondry. Nous sommes les trois frères de la noble famille. Des gruyères, des gruyères, des ce sinistre personnage. Alors face à cela, venez, je vous en prie, vous êtes c'est incontestable, tous les trois les meilleurs amis de notre table. Bravo, bravo, car ce trio est vraiment sans égal, il n'y a pas de bons repas, sans Beaufort, Comté et Macal. T'as réalité, santé, sexiste, français, raciste. Ce sont des récidivistes. Oui, je crois que bon, mais c'est comme ça. Pas autant que vous. Hein. Chers amis auditeurs, après la pause musicale et le Hall of Shame, on se retrouve pour reprendre notre échange avec Isolde Turan des Antigones et Pierre Torty du Cercle Henri Lagrange sur la agro-industrie, malbouffe, cancer. Pour résumer un petit peu cette première partie, chers amis, peut-être on peut faire un rappel un petit peu des principes qui président à l'agro-industrie, à l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. C'est des principes qu'on pourrait dire capitalistes, techniciens, pour tout dire, libéraux. Il y a d'un côté la concentration, donc c'est la concentration des exploitations d'abord, concentration également du côté
de la production, puisque on en a dit un mot, les coopératives agricoles en fait deviennent des acteurs oligopolistiques du secteur alimentaire. Donc concentration, ça c'est le premier principe cardinal de cette agro-industrie. Le deuxième, c'est l'uniformisation. Uniformisation par la monoculture d'abord. On pourrait dire par la concentration des cultures. On sait que la Bretagne est dévolue, par exemple, à l'agriculture, enfin à la culture porcine d'une façon absolument délirante, au point d'ailleurs que les eaux en sont totalement bousillées dans toute la région. Également les eaux marines, puisqu'on en dira un mot tout à l'heure, il y a les algues vertes. Donc uniformisation, donc concentration des exploitations, monoculture, mais également emploi d'espèces clonées. Donc là, on est vraiment dans l'uniformisation. Il y a également la question du contrôle du zéro risque, de cette logique assurantielle de cette agriculture devenue folle. Et ce contrôle, évidemment, c'est un contrôle technicien. Donc technicien, c'est-à-dire à la fois mécanisation et invasion de la chimie à tous les échelons de la production. Contrôle, là aussi, industriel. C'est une logique industrielle qui est appliquée au monde du vivant, au monde de l'alimentation et donc au monde de la santé humaine. Et enfin, financiarisation. Financiarisation, pourquoi ? D'abord par l'endettement, puisque tous ces équipements, la construction de grands ensembles de production afin de réduire les coûts de production, conduisent les agriculteurs à s'endetter considérablement auprès des banques, et donc les produits agricoles deviennent des produits financiers. On se souvient des crises alimentaires qui avaient suivi la spéculation sur les denrées alimentaires et les matières premières. Donc financiarisation, endettement et aussi appauvrissement, ruine et parfois mort du monde agricole par le suicide. On le sait, c'est le cas le plus emblématique de cette situation. Je rappelle, comme ça à toutes fins utiles, que les agriculteurs qui ont transformé leurs exploitations en bio comptaient aucun manifestant au moment des manifestations de l'année dernière du monde agricole. Pourquoi ? Justement parce qu'ils se sont soustraits de certaines de ces logiques et donc ils ont retrouvé un modèle durable pour l'agriculture bio, qui aujourd'hui ne représente en France que 3% des surfaces agricoles utiles. C'est dire la marge de progression qu'il reste, puisque les pouvoirs publics ont fixé comme objectif pour l'année 2050 de passer de 3% à 35%. Après ce rappel des grands principes qui ordonnent l'agriculture industrielle, Iseul, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples très concrets de produits qui finissent dans nos assiettes et qui sont emblématiques de cette politique agricole et qui finissent aussi par nous tuer? Oui, alors je vais prendre deux exemples, deux parmi d'autres, qui sont d'ailleurs très bien détaillés par Isabelle Saporta dans son livre noir de l'agriculture. C'est le cas des pommes et le cas des porcs. L'exemple des pommes, c'est 26 traitements, donc on va retrouver directement dans nos assiettes. Ces 26 traitements vont avoir des objets très variés, comme par exemple de faire surfleurir le pommier, puis ensuite de détruire une partie des fleurs, faire une surfécondation, puis de nouveau détruire une partie des fruits qui ne seraient pas suffisamment forts, suffisamment beaux, etc., etc. Donc on va se retrouver avec en fait des traitements qui vont avoir une logique essentiellement esthétique pour une pomme calibrée. Et ça, ces traitements, on va les retrouver directement dans nos assiettes, puisque aujourd'hui, il faudrait couper près de 1 ou 2 cm de pommes pour ne pas avoir de pesticides directement. Donc autant dire que notre pomme, elle est clairement vidée de son contenu et qu'on absorbe plus de pesticides qu'on absorbe de pommes. Parce qu'en plus, la pomme, certains traitements passent directement par la sève de l'arbre, c'est-à-dire que donc ils sont au cœur du fruit. Certains traitements en particulier pour la prévention de certains parasites, de certains vers qu'on avait l'habitude de trouver quand même dans les pommes lorsqu'on était encore petit, et tout ça a évidemment presque entièrement disparu. Et donc il y a certains traitements en fait sont inévitables. Et en effet, peler une pomme, c'est presque un sacrilège parce que tous les nutriments de la pomme se trouvent dans la peau. Voilà, sauf qu'en fait on va se retrouver avec des pesticides à l'intérieur de la pomme même et des pesticides et une grande quantité de pesticides sur la peau de la pomme. Donc, on va avoir cette même logique avec la question des porcs, où là on va se retrouver en fait avec des truies qui sont boostés hormonalement, etc. pour procréer un nombre de petits très important. Ces mêmes petits, quand ils sont trop faibles ou qu'il n'y a pas assez de tétine chez la truie, ils vont être détruits. Puis ensuite ils vont être boostés chimiquement, hormonalement, par des médicaments, par des antibiotiques pour grossir au maximum sur des espèces qui n'existent pas dans la nature, qui sont croisées, qui sont mi-chinoises, mi-françaises pour essayer d'avoir en fait un meilleur rendement en matière de jambon avec le moins de gras possible. Tout ça qui va être en fait parqué dans d'immenses hangars
où là forcément les miasmes vont se multiplier, donc de nouveau là on fait un nouveau traitement, et quand on mange une tranche de jambon, on mange plus d'antibiotiques et d'hormones qu'on ne mange de jambon en fait. Oui, parce que concentration de la production du porc dans des grands ensembles sur caillebotis, donc multiplication des déchets, donc les porcs vivent au-dessus en fait de leur fiente, du lisier, exposition à des infections nombreuses du fait de la surpopulation, du fait de l'exposition à leurs excréments, donc ventilation, donc surcoût énergétique immense pour ventiler les cultures sur caillebotis, déjections évidemment qui finissent dans les nappes phréatiques, pollution de l'eau, ensuite production de ce qu'ils appellent le minerai, c'est charmant, les porcelets sont considérés comme du minerai, insémination artificielle des truies qui ne peuvent plus être inséminés naturellement, d'abord parce qu'il y a un aléa d'une truie qui pourrait ne pas finalement être inséminée par le verra, et puis alors les verras eux-mêmes ont été l'objet de toutes sortes de croisements, ce qui fait que certains d'entre eux en fait n'ont plus le cœur suffisamment solide pour saillir une truie sans risquer la mort du verra, donc insémination par des humains, donc prolétarisation d'un salariat horrible dont le métier c'est d'inséminer à la chaîne des truies. Enfin, je veux dire, ce monde décrit dans le livre d'Isabelle Saporta, c'est le monde de Frankenstein, c'est affreux. Isel, vous confirmez ? Ah oui, le livre est absolument écœurant, c'est très compliqué à finir parce que ça donne envie de vomir à chaque page, tellement on décrit des choses affreuses. Et c'est d'autant plus affreux qu'il ne s'agit pas que de souffrance animale. Il s'agit de choses qui vont se retrouver dans nos assiettes et on va absorber cette souffrance animale, on va la manger. C'est-à-dire que ce qu'on mange est entièrement du morbide. Si on reprend certaines réflexions de l'école marxiste là-dessus, je pense là en particulier à le très beau roman de Robert Linhart, L'établi, où il explique qu'en fait la douleur produite dans le monde industriel se cristallise dans le produit final. Et c'est la raison pour laquelle les voitures, par exemple, puisque l'établi c'est dans l'industrie automobile, les voitures d'une certaine façon sont porteuses elles-mêmes de la mort. C'est la raison pour laquelle il y a 8000 morts par an sur les routes, parce qu'il y a une cristallisation déjà de la douleur de la production dans le produit final. Là, on peut imaginer en effet, si on croit à un certain principe, je dirais, presque spirituel de la vie humaine, de la vie tout court, à la nécessité en fait que les aliments soient faits avec amour. On mange de l'amour, par exemple, on mange un produit préparé avec amour. Et on peut imaginer aussi que la qualité, d'abord, on sait tous la différence qu'il y a entre un poulet fermier et d'un poulet qui a grandi dans le noir, parce que évidemment là aussi il faut faire des économies, donc il faut le savoir, les poulets en France qui sont élevés en batterie grandissent dans le noir. On leur a coupé le bec, on les a castrés vifs lorsqu'ils sont tout petits, on ne garde d'ailleurs que les mâles. Enfin, tout ce que décrit Isabelle Saporta en fait nous donne une idée du niveau d'aliénation de ce système de production industrielle et de la douleur animale. Alors moi je ne suis pas un ami des animaux, c'est pas ça qui me préoccupe, c'est que en effet tout cela ne peut pas rester tout à fait indifférent sur la question du produit final consommé par l'humain. Et puis, comme le dit notre vieux maître Philippe Champ, on ne peut pas s'affranchir des lois de la nature impunément. Et lorsque l'on voit le niveau d'aliénation, d'abstraction, de technicisation, de fonctionnalisme de cette agriculture, elle ne peut pas ne pas avoir un impact sur la qualité alimentaire de ces aliments. Moi, je dirais qu'on n'est même plus dans la subtilité d'impact. Il y a quelque chose qui est clair, c'est-à-dire que ce qu'on mange est morbide au sens où il est à moitié mort et il est malade. Les plantes qu'on mange sont malades, les animaux qu'on mange sont malades. Et quand elle décrit ces porcs qui arrivent à l'abattoir, ils sont malades, ils sont à moitié morts. Il en va de même pour nos plantes. Et donc on mange, à proprement parler, des choses malades. Et là-dessus, je crois que c'est arrivé dans aucune civilisation de manger des choses aussi, dans un état aussi piteux. En effet, comme le dit Bourguignon, on entretient de la pathologie. Et en particulier, puisque vous preniez l'exemple du porc, les porcs sont sous antibiotiques continuellement du fait ne serait-ce que de la surpopulation qui demande la prévention, là aussi dans un principe assurantiel, afin de ne pas perdre la production. On traite préventivement pour préserver la production. On va traiter aux antibiotiques ces animaux, alors que certaines solutions existent, par exemple, pour augmenter la qualité sanitaire d'un porc, c'est simplement lui donner du lin. Les aliments que l'on donne à ces animaux de boucherie, la plupart de ces denrées alimentaires sont achetés sur le marché mondial des denrées, des matières premières. Isabelle Saporta raconte comment, à un moment donné, un broker appelle un vétérinaire pour lui demander s'il peut donner des galettes de coton
à des porcs en lui demandant est-ce que les porcs peuvent manger du coton. Et le vétérinaire demande mais pourquoi ? Et le type lui répond parce que j'en ai chopé un lot chez un broker, quoi. C'est extrêmement inquiétant. Il faut, je crois, que tout le monde se rende bien compte que ce que nous mangeons relève de notre responsabilité. En toute logique, les pouvoirs publics devraient interdire la mise en vente de produits dangereux pour la santé humaine. On en est très très loin. En l'absence de pouvoirs publics authentiques qui se préoccupent vraiment du bien commun et de la santé publique, c'est à chacun d'entre nous de se préoccuper de ce qu'il va manger parce que ce que nous mangeons détermine notre santé humaine et donc nous devons nous emparer de ce dossier, le prendre à bras-le-corps, y passer un temps important afin d'augmenter l'assurance que nous avons de la qualité alimentaire de nos produits agricoles. Alors Pierre Torti, on a évoqué ces deux exemples rapidement. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à quelques propositions de solutions, d'alternatives à nos auditeurs ? On a tracé un tableau extrêmement sombre de la situation agricole française et mondiale en fait. Est-ce qu'on peut proposer quelques alternatives ? L'alternative, oui, il y en a, heureusement d'ailleurs, parce qu'effectivement, après un tel tableau, on serait légitimement désespéré, mais il y a effectivement des alternatives, et c'est heureux. Pour ce qui est du maraîchage des fruits et légumes, il y a évidemment les producteurs bio. Si vous habitez à la campagne, par exemple, vous aurez peut-être la chance d'avoir un paysan qui fait de la vente directe, donc vous pourrez aller directement dans sa ferme pour acheter les légumes qu'il produit en panier ou autre. Vous aurez la possibilité d'acheter les produits directement au producteur, donc déjà ça n'engraissera pas toute la chaîne de l'industrie alimentaire, des supermarchés et autres hypermarchés. En plus, vous achèterez ça au juste prix, où vous saurez où passe l'argent et vous mangerez des produits de qualité. Pour ceux qui habitent en ville, il y a la possibilité soit des marchés de quartier sur lesquels vous trouverez des producteurs bio. Il y a les coopératives comme les Biocoop ou les supermarchés bio comme Bio C'est Bon. Vous avez également le système des AMAP, où là, les productions dans les AMAP ne sont peut-être pas foncièrement bio, mais au moins c'est de l'agriculture raisonnée, et les producteurs apportent leur production dans un endroit bien défini, dans la capitale ou dans la ville où vous habitez. Donc là aussi, pareil, vous avez une traçabilité des produits que vous achetez, vous savez à qui va l'argent et la qualité que vous mangez. En ce qui concerne les produits de la mer, c'est d'acheter en priorité des poissons sauvages. On sait que la mer est polluée, donc dans tous les cas, malheureusement, sur le poisson, vous êtes quasi certain d'avoir la contamination avec du plomb, du mercure, etc. Mais ça sera toujours mieux que de l'élevage. Même de l'élevage bio, il a été montré dans des études assez récentes que le saumon bio qu'on vous vend est au final aussi pollué que le saumon d'élevage classique. Donc, alors effectivement, c'est plus cher. C'est comme la viande, que ce soit de la viande rouge, de la viande blanche ou de la volaille, il faut prioritairement acheter de la viande de qualité. Dans le mieux bio, le top du top étant ce qu'on appelle le bœuf d'herbe qui passe 365 jours par an dans son champ. Alors évidemment, là, les prix vont être en conséquence puisque une vache a besoin d'1 hectare. Il faut partir d'un principe qui est clair et commencer à reprendre de bonnes habitudes. C'est qu'autrefois, la viande était un produit de luxe. On ne pouvait pas se permettre de manger de la viande à tous les repas ou ne serait-ce qu'une fois par jour. Aujourd'hui, on nous a dit, depuis les années 50, il faut que l'on mange de la viande une fois par jour. Non, c'est faux. Le corps n'a pas besoin de manger de la viande une fois par jour. Il vaut mieux en manger une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Acheter de la viande de qualité. Déjà, ça sera au goût bien meilleur, et deuxièmement pour votre santé, priorité aux aliments et aux producteurs qui travaillent en accord avec la nature, en symbiose avec la nature, qui ont une vision holiste de l'agriculture, de la production de denrées alimentaires. Il en va de même pareil pour les produits laitiers. Donc il faut prioriser ce qui a un rapport avec le réel, avec le concret, ce qui est enraciné, et absolument éliminer de nos habitudes alimentaires tout ce qui est hors sol, tout ce qui est bourré de pesticides, tout ce qui pousse sous serre, tout ce qui pousse... tout ce qui est hors saison. Tout ce qui est hors saison, voilà ce que j'allais dire. Hein. Arrêtez de considérer qu'il est normal de manger des fraises au mois de février. Non, ce n'est pas de saison, ce n'est pas normal. Gardez-vous le plus possible de consommer des fruits et légumes que vous allez acheter parce que vous allez vous dire c'est moins cher, etc. Je vais acheter des fraises espagnoles ou autres, mais regardez dans quelles conditions est-ce qu'elles poussent. Comparez aussi, ne serait-ce qu'au goût, une fraise de Plougastel achetée pendant la saison des fraises et une fraise espagnole achetée au mois de mars.
vous verrez bien un petit peu la différence. Ce n'est que de l'eau. En plus les fraises, c'est un des produits les plus traités. Absolument. Donc il faut aussi savoir, il faut vous renseigner sur les produits qui sont plus ou moins traités. Vous pouvez par exemple vous procurer des oignons ou de l'ail en supermarché qui n'est pas forcément labellisé ou autre, parce que finalement les oignons sont des légumes très rustiques et donc vous pouvez aller sur du légume non labellisé parce qu'on sait qu'ils sont ni plus ni moins traités qu'en filière bio. En revanche, si vous allez sur des poireaux, sachez que les poireaux c'est très fragile et donc c'est traité. D'ailleurs, il suffit d'aller dans le même supermarché, regarder des poireaux bio et des poireaux industriels. Vous verrez immédiatement à l'aspect des deux que vous n'avez pas affaire au même produit. Alors, il y en a un qui a été inondé d'intrants phytosanitaires et l'autre qui, eh bien, s'il respectait vraiment le cahier des charges, évidemment, n'a pas du tout les mêmes qualités alimentaires. Ensuite, on a parlé de viande. Je voudrais quand même dire un mot du label Bleu Blanc Cœur qui justement intègre à l'alimentation de la viande de boucherie du lin qui prévient d'abord pour les animaux je dirais la surconsommation d'antibiotiques puisqu'il augmente la qualité sanitaire de la bête, et ensuite pour l'homme il réduit le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6, c'est un peu technique mais si vous voulez ce rapport, plus il est élevé et plus le risque de cancer est élevé également. Donc il faut introduire de l'oméga 3 et de l'oméga 6 dans votre alimentation par la variété des huiles que vous utilisez en cuisine. Il faut faire attention à l'emploi des huiles. Il faut que les huiles, comme tous les basiques d'ailleurs, vous les preniez bio. Il faut essayer de tout passer en intégral, le riz, les pâtes, les farines. Pour ce qui est des produits laitiers, essayez de passer tout au lait cru, donc le beurre, les fromages. Ça prévient aussi les maladies. Alors je sais que par exemple les femmes enceintes, on leur recommande de ne pas consommer de lait cru. Alors moi je ne veux pas prendre la responsabilité juridique là si vous deviez avoir un problème de santé, mais renseignez-vous auprès de votre crémier, de votre fromager. Il vous dira quelles sont les vertus du beurre et du fromage au lait cru pour prévenir les maladies en particulier, puisque justement c'est une des vertus de l'alimentation, c'est de pouvoir aussi renforcer les défenses immunitaires. Il y a beaucoup de choses à faire, vous avez parlé de ça Pierre, je crois qu'en effet la réduction, si on veut aller chercher du budget, il faut le dire, si vous passez tout en bio, en intégral, pour ce qui est des basiques, légumes, pâtes, riz, farine, pain, beurre, œufs, lait, etc., il est bien certain que vous allez augmenter le prix de votre panier moyen. Où aller chercher les 20 ou 25% d'augmentation de votre panier? Eh bien justement, c'est peut-être en réduisant la consommation de viande. Là, vous allez dégager des marges qui vous permettront, en consommant moins de viande, ce qui est bon pour la santé, vous l'avez dit, vous allez aussi réduire, je dirais, l'impact sur votre budget. D'autre part, je voudrais faire quand même une remarque, c'est que souvent, lorsque j'ai cette conversation avec des amis ou avec des personnes que je suis amené à rencontrer, ils me disent « Oui, mais le bio, ça coûte cher ». Oui, il ne faut pas oublier que la place de l'alimentation dans le budget d'un foyer n'a cessé de se réduire. Le premier poste, c'est le logement. Le deuxième, ça devrait être l'alimentation. Or, très souvent, on sait que c'est les divertissements, les loisirs, les iPhones, les abonnements Internet, etc. Donc, si on veut mener une vie cohérente, une vie conséquente, une vie en conformité d'abord avec ce qu'on pense, et surtout si on veut protéger, si on veut préserver sa santé, il faut y mettre aussi le prix. Les économies que vous ne faites pas sur l'alimentation, vous les ferez sur le poste de dépenses en santé directe, c'est-à-dire consultation chez le médecin, baisse de consommation de médicaments, etc. D'autre part, vous aurez peut-être moins besoin aussi de consommer des anxiolytiques ou des antidépresseurs parce que bien manger, c'est aussi entretenir le moral des troupes. Isole. Le titre de l'émission, traite de la malbouffe, et on considère souvent que la malbouffe, c'est uniquement manger des frites, des chips et du Nutella. Mais il se trouve qu'en effet, malheureusement, le fait de manger des légumes, de la viande ou de faire les choses soi-même, ça n'est pas de la malbouffe. Mais en fait, en réalité, ça peut en être du fait même de notre agriculture. Et là où on veut tirer la sonnette d'alarme, c'est pas seulement faites attention à votre consommation de frites, chips et Nutella et McDo, c'est justement quand vous faites les choses vous-même, faites-les proprement. Vous prenez déjà le temps de cuisiner, vous prenez le temps d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée. Alors allez au bout du processus parce que malheureusement les produits qui sont vendus dans le supermarché ne vous permettent pas d'avoir une alimentation saine, une alimentation même suffisante d'un point de vue nutritif. Et les chiffres d'ailleurs médicaux des anémies, des carences qu'on a aujourd'hui chez les jeunes enfants, chez les femmes enceintes, qui sont des personnes plus fragiles, mais aussi chez les personnes âgées, sont impressionnants. Et c'est dû à notre type d'alimentation. Donc quand on décide justement de manger mieux,
Il faut le faire jusqu'au bout, même dans l'origine de votre produit. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. L'origine de votre produit, d'où est-ce que votre produit provient, et ça va se ressentir sur votre organisme même, c'est-à-dire en nutriments, en micronutrition, votre organisme se portera mieux, et c'est là que se feront les vraies économies, et c'est là qu'on n'aura pas de malbouffe, justement, qu'on aura une nourriture conséquente et correcte. Oui, je crois que c'est très important quand on a intitulé cette émission Malbouffe, nous pensions pas seulement en effet à la malbouffe ou au fast-food, pour faire simple. En effet, on pensait aussi à aller vers la slow food, c'est-à-dire se remettre à cuisiner, redécouvrir les traditions culinaires de la France, de nos terroirs, etc. Des recettes de famille. C'est aussi l'occasion de retisser des liens entre les générations, d'une transmission de savoir, de petits secrets de cuisine. Mais en effet, plus largement, la malbouffe, c'est la qualité industrielle, simplement des matières premières que vous allez faire entrer dans votre cuisine. Et en effet, c'est là-dessus qu'il faut que nous insistions vraiment. Ce que nous appelons malbouffe, à ce micro, c'est toutes ces matières agricoles d'origine industrielle, chimiques, mécaniques, concentrées, financiarisées, qui tuent nos paysans et qui tueront probablement nos enfants s'ils viennent à naître, parce que, là j'aimerais qu'on en dise un mot aussi, ces problèmes ont un énorme impact sur la fertilité humaine. Tous ces produits, ces intrants phytosanitaires, ces pesticides, ces perturbateurs endocriniens troublent la capacité seulement à se reproduire des Françaises et des Français. Alors c'est assez simple, ce qu'on appelle perturbateur endocrinien, c'est ce qui perturbe le système hormonal. Or le système hormonal, c'est ce qui fait à la fois la communication entre deux êtres humains, mais plus que ça, c'est ce qui va permettre la reproduction, donc la fécondation d'un œuf vers la vie humaine. On consomme des perturbateurs endocriniens dans nos assiettes, on étale des perturbateurs endocriniens sur notre peau et on les respire, ce qui fait qu'on a un véritable cocktail de pesticides et d'autres choses qui vont perturber notre système hormonal, et pour certaines personnes, ça va être dramatique, et par dramatique, j'entends ça va être une stérilité. On a la stérilité, les chiffres de la stérilité masculine qui ne font que diminuer, on a des maladies nouvelles chez les femmes qui apparaissent comme l'endométriose, dont on ne connaît pas les origines, mais c'est une maladie qui n'a même pas 20 ans. Donc on commence, et c'est là où je voulais dire, on ne voit pas vraiment les impacts, c'est-à-dire que on voit seulement maintenant les premiers effets de cette alimentation qu'ont eu nos mères sur nous. Mais alors quelles vont être les conséquences pour nos enfants ? Et ça, on va le voir au fur et à mesure du temps. Et il est vrai que sur la question de la stérilité humaine, les choses ne vont pas en s'arrangeant, les chiffres commencent à le montrer, ça va continuer. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de se prémunir contre les perturbateurs endocriniens, et le mieux, c'est évidemment de le faire déjà dans son assiette, mais aussi dans ses cosmétiques, dans tout ce dont on est acteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre les choses en disant « Oh, il n'y a qu'une goutte d'eau dans l'océan, de toute façon je les respire quand je vais travailler, etc. » On peut réduire déjà les expositions sur lesquelles on a un contrôle. Et les expositions sur lesquelles on a un contrôle, c'est ce qu'on achète et ce qu'on ingère en général, et c'est ce qu'on met sur notre peau. Et là-dessus, on a un vrai impact. Et on a l'occasion de pouvoir changer les choses. Oui, je voudrais juste rappeler qu'il y a une petite expérience qui avait été menée au Parlement européen avec les élus et les personnels du Parlement qui avaient bien voulu se prêter à l'exercice et avec, je dirais, deux grands groupes, ceux qui consommaient régulièrement du bio, ceux qui consommaient beaucoup de bio, ceux qui consommaient que du bio, d'une part, et ceux qui, je dirais, avaient une consommation standard, donc industrielle. Eh bien, les résultats étaient là. La présence de molécules de perturbateurs endocriniens, cancérigènes, mutagènes, etc., chez les consommateurs de produits bio était bien moindre. Est-ce que ça a annulé les expositions ? Certainement pas. Mais nous sommes immergés dans ce monde, donc il s'agit pour nous de réduire au maximum ces expositions. Vous ne pourrez pas les réduire tout à fait. Nous savons, nous ne sommes pas des réformistes, nous savons, en tant que militants révolutionnaires, que tant que nous n'aurons pas accès au pouvoir, au pluriel et au singulier, nous ne pourrons pas inverser la tendance. Nous ne pourrons pas interdire la mise en vente, la mise sur le marché de produits dangereux pour la santé humaine. Pour l'instant, nous préférons les petits matins au grand soir, nous le disons souvent. Eh bien, il s'agit déjà de nous préserver nous-mêmes, préserver notre santé, préserver nos familles, préserver nos enfants. Mais je voudrais juste vous dire un mot, chers amis auditeurs, à ce sujet, parce que au grand remplacement s'ajoute la grande dépopulation du fait de la stérilité, à laquelle il faut également ajouter l'avortement.
Si l'on cumule tout cela, vous voyez qu'il y a des populations qui ne font que croître et d'autres qui ne font que décliner. Puisqu'on en est à l'ordre des solutions, je voudrais qu'on aborde rapidement la bibliographie que nous avons sélectionnée ensemble. Alors je vous ai déjà donné les références d'un premier ouvrage. Fabrice Nicolino, François Villerette, Pesticides, révélation sur un scandale français aux éditions Pluriel. Alors c'est une histoire en fait de la façon dont les pesticides se sont imposés en France, avec une préhistoire d'une certaine façon, avec la préhistoire longuement racontée des rapports, je vous le disais tout à l'heure, entre les professionnels de l'industrie et les pouvoirs publics qui, jusqu'à une date très récente, et cela continue malheureusement, étaient totalement imbriqués. Un autre livre un peu du même ordre, d'un de ses auteurs, Fabrice Nicolino tout seul, qui lui est journaliste à Charlie Hebdo, et qui est donc co-auteur, je vous le disais, avec Villerette. François Villerette, lui, est l'animateur de Génération Future, l'association a changé de nom, c'était jadis l'Association pour la défense des droits des générations futures. Il s'occupe principalement de ces questions de pollution, d'exposition à la chimie. Alors cette fois-ci, Nicolino, qui s'est un peu spécialisé lui aussi sur le sujet, Fabrice Nicolino, donc Un empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète, chez Babel Essai. Livre absolument passionnant, qui fait plus de 400 pages, et donc ça vous donne une idée du bilan qu'il s'agirait de tirer sur cette véritable tsunami chimique qui a envahi tous les aspects de la vie. Pour contrer ces expositions quotidiennes à la toxicité, il y a un docteur, le docteur Laurent Chevalier, qui a écrit plusieurs guides très pratiques qui s'intitule « Le livre antitoxique » pour le principal d'entre eux, « Alimentation, cosmétiques, maison, le guide complet pour en finir avec les poisons » au livre de poche. Il est également l'auteur d'un livre plus spécialisé, toujours sur cette thématique, le guide antitoxique de la grossesse, aux éditions Marabout, toujours sur ce sujet. Donc, mais là, c'est vraiment dans la vie quotidienne, c'est très pratique. Il y a parfois même des cartes de la maison avec des indications très, très précises, voilà, sur les choses à mettre en place pour dépolluer d'une certaine façon votre maison et réduire les expositions. Je rappelle d'ailleurs en passant que ces expositions aux produits chimiques domestiques sont les premières causes de mortalité infantile. Dans le même ordre d'idées, toujours avec François Villerette, un livre chez Buchet-Chastel, dans la collection Dans le vif, coécrit avec Marine Jobert, François Villerette, donc Perturbateurs endocriniens, la menace invisible, avec une préface de Nicolas Hulot. Livre intéressant qui, là aussi, revient sur les premiers signaux qui ont permis en fait cette prise de conscience de ce problème des perturbateurs endocriniens. Pierre Torty, vous avez là devant vous un petit livre. Oui, le manifeste pour une agriculture durable de Lydia et Claude Bourguignon, qui avait déjà été évoqué à votre antenne, avec qui est en exergue sur la couverture une phrase de Fénelon qui dit « L'agriculture, qui est le fondement de la vie humaine, est la source de tous les vrais biens ». Et c'est quelque chose qui a été malheureusement trop oublié depuis ces 60 dernières années et qu'il faut redécouvrir et remettre en pratique. Alors toujours sur la toxicité, il y avait cette enquête qui commence à dater un petit peu de France 2 avec les deux auteurs Martin Boudot et Antoine Dreyfus. Toxiques, produits chimiques, nos enfants en danger, qui est en fait tout simplement le script de cette enquête. Il y a quelques illustrations tout à fait éloquentes, en particulier sur la pollution des eaux, l'atrazine qui est un sous-produit du Roundup et qui pollue les 20 régions de France métropolitaine. Sur la question de la toxicité alimentaire, je vous recommande, sans l'avoir lu, je le regrette parce que le temps a manqué, le livre de William Raymond, Toxic Food, enquête sur les secrets de la nouvelle malbouffe, et où justement il ne s'arrête pas, comme le disait Isolde Turand tout à l'heure, aux chips et au Nutella, mais ils vont au-delà de cela pour justement nous parler de cette malbouffe qui se cache dans ce que nous croyons être des produits conventionnels qu'on trouve en supermarché. Et puis bien sûr le livre qui a été un peu le fil rouge de cette émission, Isolde. Le livre noir de l'agriculture par Isabelle Saporta aux éditions J'ai lu, qui est un ouvrage très édifiant sur notre agriculture. C'est un livre aussi qui nous parle non seulement de ce qu'il y a de morbide dans les aliments, mais qui nous parle aussi de la façon dont la paysannerie française est en train de mourir. Elle ne cesse de mourir. Et je crois que ça, c'est peut-être le ressort qui permettra de sortir de la crise. C'est la morbidité qui touche les consommateurs et la morbidité qui touche les paysans qui malheureusement sont trop souvent les premiers complices de cette disparition de notre cher monde agricole. Je donnerai
en perspective deux petits ouvrages sur l'arrière-fond qui nous a, au début de nos travaux, mis sur cette piste, il y a longtemps maintenant, il y a presque une dizaine d'années, du groupe Oblomov, que je salue pour en avoir croisé un ou deux de ses membres. Un futur sans avenir, aux éditions L'Échappée. Un futur sans avenir. Pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique ? C'est très amusant parce qu'il y a des épisodes comme par exemple l'attaque du train de la science pendant la journée de la science. Ils étaient déguisés en indiens pour faire une attaque de train comme dans les westerns. Puis les nombreuses actions de contestation qu'ils ont fait justement sur le scientisme qui prévaut malheureusement dans le monde de la recherche, dans le monde universitaire. Et puis de René Rizel aux éditions Encyclopédie des nuisances, que je ne saurais trop vous recommander, dont je ne saurais trop recommander leur catalogue complet. René Rizel, Déclaration sur l'agriculture transgénique et ceux qui prétendent s'y opposer, qui date déjà de 2001 et qui en plus est un bel objet, comme savent le faire l'Encyclopédie des nuisances. Puis il y aurait beaucoup d'autres références à donner, mais enfin, on va s'arrêter là. Un mot de conclusion, Pierre Torti ? C'est encore une fois du ressort des auditeurs. C'est à eux maintenant, après avoir fait un petit tour d'horizon justement donc des risques, des dangers de l'agriculture conventionnelle moderne et des solutions pour sortir de ces dangers-là par l'agriculture bio. Maintenant, la balle est dans leur camp. À eux, s'ils le souhaitent, de s'instruire et ensuite aller plus loin dans leur vie quotidienne et notamment dès après l'émission, s'ils sortent faire leurs courses, qu'ils fassent le bon choix une fois devant les étals. Voilà, chers amis auditeurs, c'était Fréquence Orage d'Acier, on se retrouve très bientôt.